Dans la question du jour, hier, nous vous posions la question suivante. La baisse du soutien du peuple américain à Israël vous inquiète-t-il? Vous êtes 74% à avoir répondu oui sur Instagram. Sur X, vous êtes 56% à avoir répondu oui. Et puis sur Facebook, vous êtes 70% à avoir répondu oui. Sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp de la radio, sur lequel vous pouvez d'ailleurs répondre et laisser plusieurs messages, vous avez l'air plutôt inquiet face à cette question, notamment un auditeur qui nous répond: oui, cela m'inquiète. Historiquement, si l'Amérique se détourne d'Israël, elle subira le sort d'autres empires qui se sont détournés d'Israël et ont fini par disparaître en tant qu'empire. Et puis quelqu'un qui répond non, car ils vont aller jusqu'au bout. Voilà donc les réponses que nous avons eues par nos auditeurs. Lise, on vous laisse avec notre invité. Je suis ravie ce matin de recevoir Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et auteur de Donald Trump, Retour vers le futur. Bonjour Sébastien. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nos auditeurs? Est-ce que cette baisse du soutien du peuple américain à Israël, elle vous semble inquiétante? Écoutez, à ce stade-là, je n'en sais rien parce que tout dépend évidemment de ce qu'on appelle les Américains, qu'il y ait globalement une peur que les objectifs américains soient légèrement, c'est un euphémisme différent de ceux d'Israël. Ça, effectivement, ça peut tout à fait se comprendre. Maintenant, quand on recontextualise avec l'électorat MAGA, cette base évidemment qui soutient Donald Trump, au-delà d'une tradition de soutien historique des États-Unis à Israël depuis des décennies, on voit bien frémir, évidemment, en plus à l'approche des élections de midterms qui se présentent toujours en général assez mal pour le président américain et l'administration qui est aux affaires. On voit bien une baisse du soutien non seulement à la question de la cause israélienne, mais également aussi sur le dossier ukrainien. Et ça, c'est pas vraiment une surprise, puisque l'électorat MAGA est dans cette logique depuis le début et a voté pour Donald Trump, à condition que les États-Unis se désengagent de nombre de théâtres de guerre dans le monde, évidemment. On sépare le soutien militaire et la coopération traditionnelle avec l'idée d'une nouvelle intervention sur un terrain de guerre. Et là, effectivement, Donald Trump a franchi le Rubicon le 28 février dernier et ça pose bien sûr question sur la pérennité et la durée du soutien à la cause à Israël, pardon. Et ça évidemment, c'est à corréler, par contre, avec, je crois, plus de 80% des Israéliens qui, eux, sont pour aller jusqu'au bout. Et là, on en revient évidemment à l'éternelle question tarte à la crème. Quels sont les objectifs finaux et est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, comme le dit une des personnes qui a été interviewée qui a commenté sur les réseaux. Ça, c'est une autre affaire. Alors, Sébastien, évidemment, on voit bien à quel point Donald Trump garde toutes les options sur la table. On annonce juste qu'il étudie la possibilité de déployer 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Et en même temps, il a décalé l'ultimatum face à l'Iran au 6 avril prochain pour privilégier au moins à court terme une option diplomatique. Que va-t-il faire à votre avis? Écoutez, si quelqu'un avait la solution ultime sur ce dossier, je serais d'accord de faire comme beaucoup d'Européens, passer mon temps et mes loisirs à critiquer Donald Trump. Ce dossier, évidemment, est un dossier extrêmement compliqué. On sait que Benjamin Netanyahou, depuis des années, a cette obsession de vouloir engager les Américains dans une coalition pour venir à bout de la République islamique. Il avait tenté de le faire avec Barack Obama, il avait abandonné avec Joe Biden, et donc il a eu l'opportunité, effectivement, avec Donald Trump, de pouvoir essayer d'affaiblir durablement le régime iranien jusqu'à peut-être provoquer sa chute. Je pense que Benjamin Netanyahou n'a pas changé véritablement d'objectif. En réalité, par pur réalisme, on voit bien à quel point c'est compliqué et on se rend compte à quel point les Iraniens, évidemment, avaient mis tout en place un plan de bataille depuis des années pour résister. Et je pense que Donald Trump, dans ces semaines de tergiversation, avait quand même gardé évidemment l'option de la négociation, ce que ne veut pas le gouvernement israélien. Et là, on voit la divergence entre, d'un côté, Benjamin Netanyahou, qui n'a pas d'autre choix dans cet engagement que d'aller jusqu'au bout, puisqu'il
vend aux Israéliens depuis des années la possibilité de venir à bout de la République islamique d'Iran. Et de l'autre côté, Donald Trump qui probablement s'est laissé séduire par la stratégie et le souhait et le désir de Benjamin Netanyahou, à condition que cette guerre soit une guerre courte et que l'Iran capitule en quelques jours. Donc ce que vous donnez comme chiffre, c'est la volonté d'imposer un rapport de force que Donald Trump a cru pouvoir gagner par l'armada, par un nombre de GIs supplémentaires sur le théâtre du Moyen-Orient et pour essayer quelque part de faire plier l'Iran. Aujourd'hui, on voit, et ça doit effectivement embêter Benjamin Netanyahou, c'est aussi probablement pour ça qu'il a éliminé Ali Ladjari il y a une semaine ou 10 jours, parce qu'il était celui qui pouvait peut-être être cette cheville ouvrière de négociation entre les Américains et les Iraniens. Et aujourd'hui, je crois que Netanyahou n'avait qu'une crainte, c'était que Donald Trump revienne à une table des négociations, ce qui est en train de s'engager. Donald Trump, au fond, c'est probablement que la chute du régime est plus que compromise et qu'il va falloir trouver une forme de terrain d'entente pour que lui se sauve la face et qu'il essaye de sauver les meubles en amont des élections et qu'il explique à son électorat que bon, il a quand même gagné la guerre parce qu'il a éliminé les têtes, il a durablement affaibli le régime, mais qu'il s'est désengagé parce qu'il a toujours promis que quelque part il ne s'engagerait pas de nouveau et financièrement et politiquement et géopolitiquement sur un nouveau terrain de guerre. Alors, Sébastien Boussois, il n'y a pas qu'Israël qui s'inquiète de voir Donald Trump à la table des négociations. Il y a les pays du Golfe qui ont été attaqués au moins autant qu'Israël et beaucoup plus que ce qu'ils attendaient, à vrai dire, dans cette guerre. Et peut-être aussi que justement, ça change les rapports qu'ils entretiennent aujourd'hui avec les États-Unis, non? Alors je dirais oui et non. Je pense que les pays du Golfe ont compris que le parapluie américain n'était plus infaillible. Ça avait commencé pour le Qatar avec la frappe au mois de septembre. Ça avait été effectivement une peur panique pour Dubaï et pour Abu Dhabi qui n'en avait pas fait évidemment les frais pour les raisons qu'on connaît en termes de relations entre Israël et les Émirats. En revanche, il est probable que le désengagement accentué des Américains d'un point de vue des bombardements et d'un point de vue de sa présence dans le Golfe, on peut imaginer que du coup l'Arabie Saoudite et les Émirats aient annoncé le fait qu'ils allaient s'impliquer dans la guerre et que quelque part ils vont être les relais ou qu'ils vont suppléer au désengagement progressif américain. Sur le dossier du Qatar, c'est un peu plus particulier. Le Qatar n'a pas été frappé depuis une semaine. Probablement que l'Iran se laisse une issue de secours et une porte de sortie pour cette fameuse histoire de négociation pour lequel le Qatar n'est pas le moins bien placé. En plus de ça, il partage avec l'Iran le plus grand champ gazier du monde. Donc je crois qu'il n'y avait pas de volonté de surenchérir et de risquer évidemment l'escalade. Mais ce qui est clair, c'est que les pays du Golfe ont compris qu'ils n'étaient pas uniquement des partenaires privilégiés des États-Unis, mais qu'ils vont devoir clairement suppléer à la sécurité dans la région. Et ça sera peut-être l'occasion de ressusciter ce fameux Conseil de coopération des pays du Golfe qui avait fait bloc contre l'Iran, mais qui pourrait représenter une force géopolitique extrêmement importante pour assurer davantage de sécurité dans la région. Alors, un nouveau danger, entre guillemets, qui est apparu cette semaine, Sébastien, c'est la possibilité que l'Iran mette au point des bombes nucléaires tactiques à partir de son uranium enrichi. Et là encore, c'est les pays du Golfe qui alertent en disant, si vous laissez l'uranium enrichi à la fin de la guerre, même si vous avez gagné la guerre, même si l'Iran est affaibli, on va se retrouver, nous, dans la région, avec une nouvelle menace qui continue. Est-ce que les Américains et Donald Trump en premier lieu ont ça aussi en tête? Ah bah, ils l'ont plus qu'en tête, puisque, bon, évidemment, une actualité chasse l'autre. On a parlé il y a 15 jours, je crois, d'une opération, pratiquement, on était dans Mission Impossible, d'Américains qui débarqueraient au sol. C'est d'ailleurs l'embarquement au sol des Américains sur le sol iranien avec tous les risques que ça engageait. Et là, il est clair que l'objectif était d'aller récupérer, on ne savait trop où, les 440 kilos d'uranium enrichi qui tiennent dans une voiture. Hein. Le tout, c'est de le trouver, savoir s'ils les ont dispatchés ou pas, ou si c'est dans un seul lieu, ce qui m'étonnerait à mon avis. Et là, du coup, dans les 15 points du plan de Donald Trump, même si on voit qu'il est souvent à la peine dans ses plans de paix, ou en tout cas pour essayer de cocher l'ensemble des cases, dans les 15 points qui ont été envoyés à l'Iran, qui a été en partie refusé, qui pourrait faire l'objet des fameuses négociations au Pakistan dans les jours à venir, il y a la question de l'arrêt complet du nucléaire iranien à des fins militaires, et il y a la récupération de ces fameux 440 kilos. Est-ce que l'Iran le fera ou pas? On voit bien que l'Iran dispose d'armes évidemment extrêmement importantes, non seulement pour sa propre sécurité, pour sa propre souveraineté, cette histoire de missiles, on parle des missiles Sedjil avec les fameux
ces missiles de longue portée, pardon. On voit à quel point ils ont déployé une technologie en masse en ce qui concerne les drones. Et puis, on a effectivement l'autre arme fatale, si je puis dire, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran ne dispose pas de dispose pardon de carte maîtresse dans son jeu. Quel est son intérêt demain de les abattre ou en tout cas de renoncer ou de faiblir et d'arriver à un accord? Sa seule survie en réalité, c'est pour ça que je n'ai jamais cru en une capitulation du régime, c'est pas véritablement dans l'idéologie chiite et dans l'idéologie de martyr traditionnel du schisme iranien, mais la seule chose que peuvent faire les gardiens de la révolution, c'est sauver leur tête. Probablement que Donald Trump, évidemment, est plus enclin à ça que Benjamin Netanyahou, mais il est clair que si on repart pour un tour avec ces 440 kilos qui se baladent en Iran, ça restera évidemment une menace non seulement pour Israël, bien évidemment, mais également pour l'ensemble des pays de la région. Il nous reste une minute, Sébastien Boussois. C'est très triste pour le peuple iranien, tout ça, parce qu'on ne va pas vers une amélioration de sa vie. C'est pour ça que dès les premiers jours après le 28 février, c'était à la fois plein d'espoir et d'encouragement de voir cette diaspora iranienne qui était déjà prête avec Reza Pahlavi, avec ses valises à la frontière à prendre le relais du pouvoir. Sauf que le régime change, c'est compliqué, les renversements de régime par les bombardements uniquement, c'est compliqué. Qui a envie d'aller engager des forces au sol dans un pays qui fait 4 fois la France, du coup je ne sais même pas combien de fois la Belgique, mais en tout cas c'est évident que tout ça était à la fois très optimiste est très enclin probablement d'un peu de naïveté. Les Iraniens aujourd'hui sont entre le marteau et l'enclume. Il est difficile pour eux de prendre les armes ou de prendre le contrôle des centres de pouvoir comme les y encourageaient à la fois Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Et ça, évidemment, il est clair que la transition démocratique iranienne est encore, à mon avis, très, très loin. Merci beaucoup, Sébastien Boussois, pour Merci. cette analyse. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et auteur de Donald Trump, Retour vers le futur. Bonne journée à vous, à très vite. À bientôt.